Bonjour à tous, je m'appelle Logan, mon vrai patronyme est Guillaume Méchon, et je suis ici pour vous présenter ma vie, mon parcours, mon travail en tant qu'artiste homo-érotique fétichiste, et aussi, puisque nous parlons de Théophile aujourd'hui, je vais présenter mon lien aussi avec Théophile. Alors, je vais commencer par mon parcours. Pour la petite anecdote, il faut savoir que mes aptitudes pour le dessin ont été repérées à un très jeune âge, dès la maternelle, en fait, pour être honnête. Un jour, mon institutrice de grande section, qui était une femme adorable, elle a convoqué ma mère un matin, comme ça. Je n'étais pas au courant, elle ne plus. Et puis, elle m'a montré comme ça des dessins que j'avais réalisés lors du temps du dessin libre, ou parfois aussi lors d'ateliers d'art plastique, au niveau maternel, bien entendu. Et l'institutrice a expliqué à ma mère qu'en je ne sais combien d'années de carrière, c'était la première fois qu'elle voyait un enfant aussi jeune, capable de représenter des objets, des personnages, des animaux en 3D, avec des détails, des expressions, qui étaient donc à milieu, vous savez, le petit bonhomme avec la ficelle, qu'on aurait plus tendance à assimiler aux enfants de cet âge-là. Et c'est pourquoi il a été suggéré à ma famille de m'inscrire dans une école municipale de dessin et d'art plastique, dans laquelle j'ai suivi une petite formation de 3 ans. Les 2 premières années, je les ai passées en atelier pour enfants, voilà, parce que forcément, du fait que j'étais encore très jeune, je ne pouvais pas continuer les élèves expérimenter tout de suite. Et puis, il se trouve qu'au bout de 2 ans, malheureusement, l'atelier pour enfants n'était pas assez développé pour moi, n'était pas assez sophistiqué. Alors, contre toutes les règles de l'école à ce moment-là, il a été décidé de me mettre dans l'atelier de niveau supérieur. J'étais d'ailleurs le seul enfant de l'atelier pour enfants à avoir migré vers ce cours-là aussi précocement. Et puis finalement, au bout de cette 3e année dans l'atelier supérieur, on m'a dit un beau jour, et écoute Guillaume, tu es bien gentil, mais on n'a plus rien à t'apprendre. J'ai fait bon, pourquoi on n'a plus rien à apprendre, pourtant je suis encore jeune, j'ai encore des choses à découvrir. Mais ce qu'il y a, c'est que en réalité, comme j'avais déjà un certain niveau, je disais, le problème c'est que tu risques de t'ennuyer, et les prochaines disciplines qu'on te propose éventuellement, ce seraient la sculpture et la peinture à l'huile. Et ce sont, pour ne rien vous cacher, ce sont 2 disciplines qui me rebutent, mais alors complètement, parce que pour moi, c'est vrai que l'art pictural, ça passe en fait par une feuille de papier et un crayon graphite. Ce sont des choses vers lesquelles je ne voyais pas du tout m'orienter, donc c'est pour ça que finalement j'ai quitté. Mais cela dit, on m'a dit, si vraiment tu veux continuer à apprendre, le reste, tu l'apprendras par toi-même. Et là, je vais appuyer ce que Paul vous a expliqué lors de son intervention, que si vraiment vous êtes passionné par votre art, pratiquez-le tous les jours, au moins 1 heure par jour. Ça c'est vrai, je m'en suis moi-même rendu compte sur mon art. Après mon baccalauréat littéraire, oui, je sais, très original pour un homme homosexuel que d'avoir un baccalauréat littéraire. Voilà. Oui, je sais, oui, j'aime beaucoup entretenir les clichés, c'est comme ça. J'ai fait 3 ans d'études pour obtenir une licence en métier du livre, qui m'a permis entre autres de découvrir le secteur de l'imprimerie. Alors pourquoi je vous parle du secteur de l'imprimerie, c'est parce que ça concerne directement mon métier aujourd'hui, dont je vous parlerai tout de suite après. Toutefois, dans mon parcours, l'élément qui a réellement été déterminant dans mon parcours, ça a été le service civique que j'ai effectué en 2017 auprès d'une association qui s'appelle Concordia. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Non du tout. C'est une association qui est basée dans toute la France, mais qui a plusieurs délégations dans les régions, et qui organise des chantiers de bénévoles internationaux pour organiser des festivals, rénover par exemple des petits patrimoines, comme par exemple refaire un mur à la chaux, et ils font venir des gens des 4 coins du monde pour se faire rencontrer les cultures, pour qu'on puisse également aussi apprendre quelques petites notions de langues étrangères. Et il se trouve que durant mon service civique, j'ai été amené à rencontrer tous ces bénévoles, à recueillir un petit peu leurs témoignages, connaître un peu leurs impressions, éventuellement aussi leurs projets futurs par rapport à l'association. Et j'ai été aussi amené à les représenter sous forme de dessin papier.
Et cela a constitué donc un recueil entier de témoignages qui a été repris d'ailleurs par l'association Concordia au niveau national pour communiquer auprès du ministère de l'Éducation nationale pour leurs activités. Et il se trouve même que mon projet a été repris aussi en cœur par la page Facebook de l'agence du service civique. Donc c'est à partir de ce moment-là que, on va dire que ma carrière a commencé à prendre un petit peu d'envol. Enfin, pour terminer cette partie-là, j'ai suivi pendant 1 an à Lyon une formation à l'école supérieure de design Ariès pour une formation, alors je le cite comme il faut le citer parce que sinon on pourrait me reprocher, attention, infographiste metteur en page. Alors, je vous dis tout de suite, le terme metteur en page, c'est un terme que nous, les professionnels du graphisme, n'utilisons pas du tout parce qu'on trouve que ça fait un petit peu pompeux, ça fait un petit peu trop générique pour expliquer notre métier. Et donc, à l'issue de cette formation, depuis peu, maintenant, je suis officiellement déclaré à mon compte en tant que graphiste, dessinateur, typographe, concepteur de police de caractère, donc sous le régime des artistes-auteurs et des entrepreneurs individuels. Maintenant, je vais donc vous parler de mon style et de mon œuvre en tant qu'artiste homo-érotique. Lorsque j'étais enfant, il se trouve en réalité, j'en étais pas du tout conscient à cette époque-là, mais il se trouve que mon fétichisme s'est développé très jeune, lui aussi, comme pour le dessin. Lorsque j'étais enfant, j'ai été nourri, biberonné à la bande dessinée franco-belge, en particulier 2 références qui encore aujourd'hui marquent mon travail. Il s'agit de Tintin par Hergé, mais je dirais surtout Blake et Mortimer par Edgar Jacobs, qui sont donc 2 grands représentants de la bande dessinée franco-belge, et notamment du principe de dessin, j'y reviendrai plus tard dans ma présentation, notamment du principe de dessin que l'on appelle la ligne claire. Alors, est-ce que cela parle à tout le monde? Non. Non. Alors, la ligne claire, c'est-à-dire qu'on représente avec un tracé noir, un simple tracé noir, on arrive à créer en fait un personnage qui est déjà vivant, avec déjà un certain relief, une certaine expressivité. Et c'est justement cette expressivité qui va marquer mon travail. Parce que déjà, en lisant Blake et Mortimer et Tintin, sans vraiment comprendre d'où cela venait, j'étais fasciné par tout ce qui était bottes de cuir et uniformes, en particulier ces fameux pantalons militaires avec les ballons sur les côtés, qui s'appellent en anglais les breeches. Et oui, ça crée en moi une sorte de fascination. Il y avait également aussi certains looks un petit peu cow-boy avec des Santiago aussi qui me marquaient aussi énormément. Je vais notamment parler des méchants des 2 histoires, à savoir Ulrich pour Blake et Mortimer, qui était toujours un méchant avec une classe folle, une charmante moustache très bien dessinée, et notamment dans le premier tome sur la conception de l'Espadon, où on le voit, il est en uniforme au complet. Bon, je peux vous dire que ça marque un petit garçon de voir ça. Voilà, ça marque. Et puis, du côté de Tintin, il y avait le docteur Muller. On voit notamment porter des bottes en cuir et des breeches dans Tintin au pays de l'or noir, mais également le grand méchant qui revient un petit peu toujours de manière récurrente, Rastapopoulos, qui alterne lui aussi entre bottes et breeches, et aussi notamment dans l'album Vol 714 pour Disney. C'est un lapsus. C'est un lapsus. Donc pour signer, on voit Rastapopoulos en tenue de cow-boy avec des Santiago pieds. Et je me souviens qu'il m'arrivait de lire et de relire cet album, mais vraiment en boucle à la suite, simplement pour admirer les cases, les vignettes où on pouvait voir Rastapopoulos avec ses Santiago et son chapeau de cow-boy. Voilà. Et enfin, le fétichisme pour le cuir est apparu en fait chez moi à l'adolescence, à peu près en même temps où je découvrais mon trouble pour les garçons. J'ai découvert cela avec un groupe de musique électronique française, c'est un tandem, qui est aujourd'hui séparé. Malheureusement, c'est bien dommage parce que j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Il s'appelait Red Rogue et ils avaient diffusé une première chanson, c'était en 2010 ou 2011, me semble-t-il. Non, c'était avant. C'était plutôt en 2010-2009. Ils ont déployé en fait une chanson qui s'intitulait Action. Alors à ce moment-là, j'apprenais encore un petit peu l'anglais, donc je ne comprenais pas exactement de quoi ça parlait.
Puis jusqu'au jour où, ayant le niveau linguistique nécessaire pour appréhender les paroles, je me suis rendu compte que cela parlait de fist fucking. Ça qui fait que, bon, voilà, c'était un petit peu prédestiné, quoi. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais me concentrer davantage sur mon style, parce que les dessins sont les dessins et pas ceux d'un autre. Il faut savoir donc que mon style allie deux univers particuliers, la bande dessinée franco-belge, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, et également le manga. Je fais partie des générations qui ont été influencées par les mangas apparus vers la fin des années 90, début des années 2000. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas Dragon Ball Z ou Akira qui auraient pu éventuellement influencer mon travail. C'est un manga normalement à la base dit pour filles, mais bon, l'avantage du manga, c'est qu'en réalité, finalement, ça peut être lu par n'importe quelle tranche d'âge, n'importe quel public. Un manga intitulé Cardcaptor Sakura, je ne sais pas si cela parle à certains d'entre vous, il y en a oui, d'autres non. C'est une écolière dotée de pouvoirs magiques qui doit partir à la recherche de cartes divinatoires au pouvoir magique et maléfiques. Voilà. Il se trouve d'ailleurs que lorsqu'on regarde attentivement les dessins, on reconnaît l'alliance de la bande dessinée franco-belge et du manga à travers la représentation des yeux. Si vous regardez bien, j'ai des yeux qui sont un petit peu, on va dire, en losange. D'ailleurs, en anglais, on pourrait dire the diamond eyes. Et justement, je voulais avoir une empreinte au niveau des yeux, obtenir l'expressivité et vraiment quelque chose de vivant, comme pour les yeux des personnages dans le manga. Et en même temps, je voulais conserver un style qui ne fasse pas trop asiatique. Je voulais conserver quand même une certaine identité européenne et française. C'est pour ça que je suis arrivé à cette espèce de compromis, de petite fusion des deux, pour donner aujourd'hui ces yeux qu'on retrouve dans tous mes dessins. Mes tout premiers dessins homo-érotiques datent du lycée, mais qui étaient réalisés de manière assez succincte. C'est-à-dire que au début, j'y allais en douceur. Je dessinais un personnage juste avec un petit accessoire, un petit harnais, un petit bracelet. Et progressivement, je suis allé vers les uniformes complets. Mais là où j'ai vraiment commencé à faire de l'art homo-érotique vraiment mon thème de dessin principal, ça a été à partir des années fac. Et c'est d'ailleurs à cette même époque que j'ai commencé à rendre mes premières œuvres au public en les montrant sur Instagram. Ma motivation lorsque je dessine, c'est de représenter des scènes et des personnages qui sont dynamiques, expressifs et vivants, même si techniquement ils sont en 2D, dessin sur papier ou sur tablette graphique oblige. Donc j'avais parlé de la ligne claire tout à l'heure. Voilà, mon objectif à travers la ligne claire, c'est d'avoir justement des lignes, des courbes qui soient suffisamment flatteuses pour le personnage, qui le rendent très avenant et qui donnent envie un petit peu de le rejoindre, un petit peu comme s'il allait vous entraîner avec lui dans la feuille de papier. Et voilà, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup la finesse et l'élégance. J'espère que cela se retrouve un petit peu dans mes productions, mais ça, ce sera à vous de me le dire une fois que la conférence sera terminée. Pour ne rien vous cacher, moi, ce que j'apprécie particulièrement dans notre communauté gay, c'est la diversité des physiques. Parce que c'est vrai qu'à travers l'imagerie de Tom of Finland, on passe souvent par, j'allais dire, presque l'archétype d'un gros mec musclé comme ça, très avenant, avec de très gros muscles, de gros pectoraux, tout ce que vous voulez. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que la communauté gay, ce n'est pas que ça, ce sont aussi des physiques qui ne sont pas bodybuildées, des physiques plus minces, ou des physiques plus enveloppées. Et c'est pourquoi je tiens à travers mes dessins à représenter cette diversité, parce que malgré tout, je trouve qu'on doit être fier, chacun d'entre nous doit être fier de ce que l'on est, de l'image qu'on renvoie aux autres, et c'est aussi ce qui dicte mon travail. Donc ce qui fait que mes personnages passent du muscle bodybuildé à la minceur absolue, presque taille mannequin, si je puis dire, ou encore dodu, poilu, avec barbe, moustache, et aussi avec certaines différences d'âge. Mais je dois vous avouer que mon petit faible, ce sont les personnages de Daddy et d'ours en cuir, donc avec une pilosité bien fournie, un ventre parfaitement rond, puisque comme je l'ai expliqué, j'aime les courbes flatteuses et fournies, et donc avec une jolie barbe, une jolie moustache, etc.
Et c'est pour ça que je tenais à vous montrer ce dessin-là en particulier, qui est un personnage auquel je tiens énormément. Les vêtements et accessoires cuir que je représente le plus, ce sont les casquettes que nous appelons donc les murecaps. Les bottes hautes, parce que, comme je vous l'ai expliqué, de par mon passé d'amateur de bande dessinée, il se trouve que je suis un grand fétichiste des bottes hautes. Mais j'aime également représenter les bottes cheese, donc c'est pour les entraîneurs militaires, mais aussi les chasses et les banquiers. Petit point sur ce dessin que vous voyez là, c'est un dessin que j'ai réalisé peu de temps après la fin du premier confinement. Parce que, je vais rien vous apprendre en disant que le confinement nous a tous impactés et pas forcément bien. Et que moi je sais qu'en tout cas en tant qu'individu, ce qui m'a beaucoup manqué à cette époque-là, c'était le contact. Pas forcément le fait de partir tout de suite dans une rencontre en cul, en backroom, etc. Mais simplement le fait d'avoir de la tendresse, une certaine attention. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de représenter ça à travers un dessin, tout en gardant quand même un côté un peu sous-entendu avec le personnage en bas à droite qui se permet quelques petits cléchous passagers. Et en voici donc la version colorisée. Pour ce qui est des supports que j'utilise, je travaille donc aussi bien sur papier avec crayon graphite B pour l'estompage, c'est-à-dire l'application des différentes nuances, mais et aussi le HB pour avoir un crayonné plus, on va dire, plus sec, plus précis. Et enfin, j'encre les contours avec un stylo feutre à base d'encre de Chine. Mais il se trouve que j'aime également travailler sur tablette graphique avec le logiciel Photoshop pour coloriser et aussi ancrer directement certains de mes dessins, parce que je trouve que les deux disciplines en réalité ont chacune leur qualité et je les trouve finalement très complémentaires. C'est pourquoi j'aime proposer, déjà pour le dessin précédent et pour celui-ci, j'aime proposer deux interprétations, deux visions différentes d'une même œuvre, parce que d'un côté vous avez le dessin sur papier qui par définition est un exemplaire unique. Le fait aussi de voir les coups de crayon, parfois même aussi les gommures qu'on n'a pas forcément bien pu enlever avec la gomme de pain ou que sais-je. Le côté vraiment artisanal, charnel et même sensuel, puisque il y a différentes techniques d'estompage du crayon de papier sur le papier, mais une des techniques qui consiste simplement à le faire avec la pulpe de vos doigts, ça a quelque chose de très sensuel, voire même d'assez érotique, même je dirais. Voilà, en quelque sorte, c'est un petit peu, je vais être un peu trivial, mais c'est comme si je faisais l'amour dans mes dessins, en fait, ni plus ni moins. Je crois qu'on peut dire ça. Et à côté de ça, vous avez donc le numérique qui offre un rendu évidemment visuel plus moderne, plus ancré dans son époque, et avec aussi un rendu plus lisse, plus précis, et qui nous permet d'ajouter des couleurs et de jouer avec certaines textures, là où avec un simple crayon, je ne pourrais peut-être potentiellement pas le faire. Je travaille aussi bien pour des particuliers que pour des professionnels. Là, par exemple, le dessin que vous voyez ici est une commande effectuée par un particulier et par n'importe quel particulier. Paul en a déjà parlé, il s'agit de Fabio, Mister Leather d'Italie 2012, qui a été en réalité un de mes premiers clients et je lui dois beaucoup parce qu'il se trouve qu'il a fait énormément de publicité autour de ce dessin. Il en était vraiment fou de ce dessin, il en a parlé à d'autres personnes de son entourage, il l'a publié sur son propre compte Instagram. Et je ne vous cache pas que depuis cette publicité fort bienvenue, j'ai commencé à enchaîner les commandes presque sans l'arrêter. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très reconnaissant et je tenais à présenter ce dessin-là. Mais je travaille également aussi pour des professionnels, des entreprises. Là, en l'occurrence, pour cet exemple-là, il faut savoir que j'ai été le premier artiste LGBT mis en avant par le site de rencontre fétiche Recon, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Fête-Toons, qui consiste à mettre en avant le travail des artistes homo-érotiques, mais sur le thème des célébrations et fêtes de fin d'année. Et il se trouve que pour cette création-là, je me suis inspiré du travail d'un photographe très apprécié dans le monde fétiche, qui est autre que Matt Spike. Et la photo qui m'a servi de modèle est une photo qu'il a réalisée pour une marque, pour un atelier de création de vêtements et d'accessoires en cuir qui s'appelle Fétiche Daddy Gear. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de parler avec le propriétaire de cette marque, qui est un homme tout à fait charmant. Et pour la petite anecdote, à noter d'ailleurs que Fétiche Daddy Gear, dans le cadre d'une prestation, il me semble que c'était au Grammy ou au MTV Awards, je ne me souviens plus,
mais il se trouve que Fétiche d'Alibir a habillé le chanteur britannique Sam Smith pour une prestation. Voilà. Parce qu'il se trouve que Sam Smith fait partie des artistes LGBT à aimer porter des tenues un petit peu fétichistes. Et j'avais également aussi, j'avais oublié de préciser quelque chose. Comme je travaille pour les professionnels, j'ai également eu la chance d'entrer en relation avec le nouveau propriétaire d'un bar libertin basé à Clermont-Ferrand, là d'où je viens, qui avait totalement envie de changer d'image et pour qui j'ai donc fait un logo, une charte graphique et une maquette spécifique. Donc je profite des derniers instants qui me sont accordés pour parler de mon lien avec Tom of Finland. Donc j'ai découvert Tom of Finland à l'adolescence, donc en même temps que je découvrais mon propre fétichisme. Et ce que j'ai aimé, c'est que ces dessins mêlaient virilité, puissance, réalisme et en même temps quelque chose aussi de fantaisie. Et c'est pour ça que j'ai voulu suivre son chemin. Il m'a inspiré dans un premier temps à canaliser ma frustration. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à regarder les œuvres de Tom of Finland et à commencer moi-même à faire mes propres dessins, je n'étais pas l'homme en cuir intégral que vous voyez aujourd'hui. J'étais très timide, très réservé. Je ne pouvais pas acheter de cuir parce que je n'avais pas assez d'argent de poche. J'avais un contexte familial. Mon père était gendarme, donc avec une autorité très stricte, mais bon, ça a aussi influencé mon travail. Et puis par la suite, lorsque j'ai enfin sauté le pas, Tom of Finland est resté pour moi un modèle, parce que Tom of Finland, finalement, qu'est-ce qu'il faisait? Il représentait la communauté cuir de son époque. Et du coup, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je représente la communauté de mon époque. Je représente ce que je vois, ce que je vis, ce qui me fait envie également. Et c'est ce qui donne naissance à des dessins divers et variés. J'ai tenu également à tenter de rendre hommage et de reproduire certaines de ses œuvres dans mon style, mais aussi pour comprendre un petit peu sa technique. Parce que mine de rien, quand on analyse ne serait-ce qu'un seul dessin de cet homme, en réalité, tout ce que vous croyez savoir sur les dessins anatomiques, sur l'anatomie masculine, en fait, tout ce que vous apprenez en école des beaux-arts, je ne sais quoi, vous pouvez gentiment mettre ça de côté parce que Tom, comme je le disais, mélange à la fois le réalisme et le côté un petit peu fantaisie, il prend des libertés, notamment les contorsions de certaines poses de certains personnages. Et donc c'était aussi ce que je voulais atteindre à travers les je partage également avec Tom un désir de montrer que être homosexuel, mais en ayant un fétichisme du cuir et des uniformes, c'est quelque chose de positif dans lequel on peut pleinement s'évanouir. Et pour ça, il se trouve que je fais aussi preuve d'une certaine insouciance, fausse naïveté, entre guillemets, parce que j'estime que même si, effectivement, livrer des combats comme Philippe nous l'a expliqué dans son intervention, les droits civiques, etc., je pense qu'il faut aussi parfois mettre une petite dose d'humour et d'insouciance, parfois. Ça fait du bien, surtout en cette période où, malheureusement, nous avons des conflits un petit peu partout. Et je terminerai ensuite mon petit exposé avec ce dessin-là. Il y en a encore un autre, mais je voudrais surtout mettre l'accent sur celui-là. En 2020, alors que je n'étais pas encore artiste officiellement déclaré, j'ai participé au concours d'artistes émergents organisé par la Tom of Finland Foundation. Et pour ce dessin, pour ma participation, j'ai voulu détourner un autre symbole de mon enfance. C'est-à-dire qu'il y avait une série de Lego inspirés des aventures en Égypte archéologique, des aventures archéologiques un peu façon Indiana Jones. Et il y avait deux mini-figures de Lego avec lesquelles je jouais longtemps dans cette collection. C'était un aventurier qui ressemblait à Indiana Jones, ni plus ni moins, et une sorte de colonel, de général, on ne savait pas trop ce que c'était. Et j'ai voulu transposer ça à ma manière, dans mon style de dessin. Et d'ailleurs, ce que je m'amuse à penser aujourd'hui, je me dis, si j'avais pu avoir l'occasion de montrer ces deux petits personnages de Lego à Tom of Finland, finalement, qu'est-ce que lui aurait pu en faire? Je pense qu'à mon avis, il aurait pu faire quelque chose de très inspirant et de très excitant. Et enfin, voilà, le dessin sur lequel je vais terminer ma présentation, et après, je fais ce qu'on veut. Il se trouve que je travaille actuellement sur une série de romans illustrés par l'histoire qui va raconter les aventures d'un jeune homme qui est un fétichiste du cuir, vraiment, c'est vraiment, on va dire, c'est toute sa vie, mais qui serait aussi artiste musical. Et donc, le récit va suivre l'évolution du personnage à la fois en tant qu'homosexuel fétichiste du cuir, mais
aussi en tant que chanteur, puisque dans l'histoire, il sera reconnu à un niveau international. Et le dessin que vous voyez là, c'est la version numérique d'un dessin qui montre en fait le groupe de rock composé exclusivement d'hommes cuir qui va permettre à mon héros de démarrer sa carrière. Sur ce, je vous remercie de votre attention. En fait, il a compris à 16h30. Donc, c'est un petit peu normal. D'accord. Donc, question-réponse avec la tout de suite. Si c'est possible, si vous avez des questions. Ah oui, tiens, j'en ai une. À Philippe aussi, pardon. J'en ai une premièrement. Donc on a 10 minutes. Donc question-réponse. Attends, Philippe. Avant de commencer, dans ma présentation, j'ai oublié de parler d'un très cher ami à moi qui est parti. Hein. Ça va dans la lignée en fait ça va dans la lignée laisse-le allumer au cas où. Dans la lignée des gens qui nous inspirent. Je voudrais parler d'un très bon ami à moi, qui est Daniel Dumont, que beaucoup d'entre vous ont connu, aimé. Et voilà, quand il est parti, il m'a rappelé qu'on voit les gens de temps à autre, mais n'attendez pas qu'il vous manque vraiment surtout dans la communauté, pour créer des liens hein, et pour vous forger des souvenirs. Donc voilà, je voudrais aussi dédier ma prise de parole à Daniel Dumont. Voilà. J'aime beaucoup. Mondial. Et fétichiste. Et cette communauté était identifiée par le biais de Daniel Dumont, qui était vraiment quelqu'un de formidable, qui a fait beaucoup de choses, qui sait aussi bien que moi, Paul. Et on peut constater qu'aujourd'hui, cette communauté européenne, il n'y a pas un individu qui la représente. Et les gens qui s'occupent de ça aujourd'hui, c'est des gens qui ont voulu faire un coup de jarnac à Daniel, qui ont voulu lui faire du pied dans le dos. Et heureusement pour lui, il est parti en étant toujours cette incarnation européenne de la communauté fétichiste. Bon, malheureusement, ça a été un triste départ, puisqu'il est parti à cause de la pandémie. Moi, je l'ai vu 10 jours avant. J'ai bu un verre avec, je l'ai vu 3 fois dans le week-end, on s'est fait la bise. Malheureusement, c'est tombé sur lui, heureusement pas sur moi. Mais c'était vraiment quelqu'un, comme l'a dit Paul, formidable, et qui a vraiment consacré énormément de temps pour notre visibilité européenne. Bon, question pour Logan. Oui. Tu as dit que tes deux sources d'inspiration, c'est la bande dessinée franco-belge et les mangas. Oui. Est-ce que tu continues à suivre l'évolution aussi des deux côtés, donc bande dessinée et manga, et notamment les mangas japonaises qui sont aussi érotiques? Tu en as, avec Tagame. Alors en l'occurrence, je ne saurais pas vraiment en mesure de citer des auteurs ou des mangaka précis, mais je sais que je me suis... Tagame, qui est celui actuel, que je connais, je peux te... Je vis avec un ami japonais qui est le traducteur en anglais de ces mangas japonais. Voilà. Alors en l'occurrence, pour ce qui est des mangas érotiques, je me suis beaucoup intéressé à un genre de manga très codifié qui s'appelle le yaoi, qui met en scène donc les couples d'hommes gays. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que la particularité de ces mangas, c'est que ces mangas s'adressent surtout en fait, à un public hétérosexuel féminin. Parce qu'il se trouve qu'en Occident, nous avons effectivement, j'ai bien de clichés
de l'homme hétérosexuel moyen qui fantasme à mort sur les couples de lesbiennes. Et il se trouve qu'au Japon, en fait, c'est plutôt l'inverse. En l'occurrence, ce sont les femmes hétérosexuelles qui ont une fascination presque divine, on peut dire, pour les couples homosexuels. Mais j'avoue que c'est un... Alors, je dois avouer que c'est effectivement des mangas qui sont très très perturbants à regarder parce que finalement, c'est du point de vue, d'un point de vue hétérosexuel, c'est très bien d'avoir un point de vue extérieur, effectivement, d'avoir des alliés, comme disait Philippe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est sur une vision qui est très rigide et souvent très stéréotypée. Si je te parlais de Tagame, il est homo. D'accord. Mais effectivement, ils le font toujours parce qu'il y a la jeune génération japonaise, en fait, où elle le sait virtuellement, ils ne disent même plus aller dans des actes sexuels. Après, il y a également... Il y a plein de gens qui n'ont eu aucun rapport sexuel, qui ont 35 ans, il y a 30% de Japonais qui ont 35 ans qui n'ont pas eu rapport sexuel. C'est eux qui lisent les... Après, il y a aussi un mangaka français qui s'appelle Dimitri Lam et qui est en fait connu dans la communauté pour avoir réalisé le premier mangaka français. Et lui, par contre, en l'occurrence, là, par contre, c'est quelque chose, je pense... Là, un lecteur LGBT se reconnaîtra davantage, je pense, dans ces mangas. Je me rappelle que j'avais lu le premier tome et ça m'avait marqué. Il y avait déjà un certain sens de l'humour et aussi, quelque part, une forme de dramaturgie aussi qui m'avait touché, notamment au niveau des rencontres successives que le héros, qui s'appelle Josh d'ailleurs, avait réalisé dans sa vie. Quelque part, c'était aussi un petit peu autobiographique. Dimitri Lam racontait un petit peu beaucoup de lui à travers cette histoire. Voilà, donc je pense. Je disais finalement que je ne serais pas en mesure de citer des auteurs précis, mais finalement, c'est. Ouais, non. J'en ai trouvé. Voilà. D'accord. Merci. Ça va. Oui. Sur les réseaux, on voit de plus en plus d'images faites par l'intelligence artificielle. En fait, c'est une fusion en ce moment, donc au début ça va se développer. Vous pouvez connaître par rapport à ça et aussi savoir est-ce que c'est un outil qui va être intéressant dans la vie ou c'est quelque chose auquel vous allez complètement essayer de mettre de côté, enfin, un chemin. Tu veux commencer alors pour moi ça a été un petit peu... Moi je dessine depuis que je suis... quand j'étais gamin, c'était pas difficile de savoir qu'est-ce que je voulais pour Noël. Moi c'était des crayons. Alors des crayons, j'ai toujours eu des crayons entre les mains. Après on va dire que c'est une façon de... C'est une question de reconnaître les signes que nous envoie la vie. Lorsque la vie vous envoie des signes de dire, bon par exemple là la pandémie, c'est des signes ou claque la baigne de personnes, des signes parce que ça te relaxe, parce que ça te recentre sur toi-même, parce que ça te rend un petit peu plus zen, ou va en guerre, passe ton temps sur Internet et dis ce que tu penses au con. Hein. Pour moi, le truc c'était produire, et puis une fois que j'ai produit, une fois que j'avais j'avais entre-temps évidemment moi aussi des commandes. Hein. Chez moi c'était essentiellement des couples qui voulaient faire des couples gay queer qui voulaient faire des portraits de deux pour leur anniversaire de rencontre. Moi, ça me touche énormément que l'on me demande de faire ça, parce que c'est quelque chose qui va rester. Je suis en fait témoin de cet amour qui dure dans le temps. Alors moi qui suis... bon, enfin bref, il faut savoir, je pense, reconnaître les signes qu'envoie la vie, je crois profondément, et ne pas hésiter. Hein, ne pas hésiter, il faut... voilà. Alors, l'intelligence artificielle, pour ma part, c'est un sujet qui me fait très peur, parce que malheureusement, être artiste, c'est clairement pas... c'est un métier passion, et c'est un métier très difficile, Paul peut en témoigner. Il est très difficile de notre vivant de vivre de notre travail, et
quelque part, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui se met à produire, suite au tape une série de mots, et puis ça y est, on obtient une illustration complète, je trouve cela effrayant parce que, une fois de plus, c'est un peu une forme d'atteinte qu'on nous porte à nous les artistes, parce qu'on considère que nous sommes. Il y a beaucoup de gens qui considèrent encore aujourd'hui que nous ne sommes pas de vrais professionnels, en gros, on ne travaille pas en une branle, pour être précis. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on est malheureusement dans une société où on veut aller toujours plus vite, on veut payer le moins cher possible aussi. Et comme il y a cette déconsidération du travail d'artiste, et malheureusement, l'arrivée de l'intelligence artificielle en art et en illustration est devenue en quelque sorte un passage obligé. J'en parle un peu comme si c'était une fatalité, mais malheureusement, c'est un vrai toujours. Toutefois, là où l'intelligence artificielle peut avoir un avantage, entre guillemets, c'est que cela, par exemple, peut offrir une toute première visualisation, par exemple, d'un projet, pour se dire, oui, voilà, ça peut ressembler à peu près à ça. Mais toutefois, j'estime que là où il faut faire très attention, c'est de ne pas utiliser le résultat obtenu avec une intelligence artificielle, de l'utiliser comme étant le produit final. Parce que ça, pour moi, c'est une insulte aux vrais créatifs qui mettent de leur temps, de leurs émotions, de leur cœur, de leur émotion aussi à travers l'œuvre. Parce que quand vous achetez l'œuvre d'un artiste, vous n'achetez pas que le produit fini. Vous achetez aussi les doutes, l'expérimentation, l'apprentissage, la vision, le sentiment aussi d'un artiste. Et ça, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle ne pourra jamais procurer. Et puis aussi, quand on regarde les illustrations produites par l'intelligence artificielle, on va faire deux constats. Premier constat, c'est qu'elles ont toutes exactement le même style pictural. On est sur quelque chose, une forme de photoréalisme, mais qui vise le côté vraiment fantasmé, à côté, pour le coup, à faire passer comme un film long pour quelqu'un qui se contente juste de faire du dessin académique sur la butte de Montmartre. Voilà, c'est tout. Et de l'autre, si on regarde attentivement, les proportions, les articulations et les perspectives des illustrations faites par l'intelligence artificielle, il y a des fois, on se retrouve avec des choses que même un artiste amateur ne ferait pas. L'exemple qui me vient en tête, ce sont les fameuses mains à 6 doigts. Sauf si on a envie de créer une créature bien sûr, complètement irréelle, chimérique. Nous avons d'heures en ligne. En fait, on s'en servir d'un outil. Mais là, ça nous remplace. Pas dans l'absolu. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on a des regards totalement inutiles. Ça ne dit pas. C'est avec Voilà, donc normalement, Dirk arrive. Qu'est-ce qu'il arrive? Quelqu'un a prié assez fort. Okay, écran de veille. Hello, Dirk. Dirk is in audio. Dirk, your camera is off. Just a moment. As you know, I'm not a tech guy. Yes, I know. Extensive. Let me try another option where I have Zoom. I should be a wee icon by your name with a camera that's barred, and if you click on it, it should allow us the pleasure to see. Very good. We see you. Yeah. Greetings, sir. Very good. There you go. Yeah. Now I think as Can you hear me here? Yeah.
Aye, there's a wee echo, but... that's okay. I think we are in on... Yes, two devices. Yeah, I think I. You should turn Yeah. off one of the devices. What? You should turn off the other device. You are on two devices, so you should turn the first one you were on. Ouais. What? Can you see me and hear me? Aye, absolutely. Okay, good. Good morning. Good morning. Well, it's afternoon for us, but we would like to, in the name of the guys here in Strasbourg, to thank you for everything that you do in Tom of Finland Foundation, and the amount of tremendous work that you put on for our community. And it's a great pleasure and honor to have you here. Thank you. I appreciate that. So I would like to ask, is there someone that doesn't speak English? Est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent pas anglais? Oui. D'accord. Ok. Alors, pour les traductions, je ferai court mais succinct. Donc s'il y a des gens qui butent sur ma traduction, c'est normal parce que je vais essayer de réduire. So, our very first, our symposium here, it's basically to think about the past, of course, because without past there's no future. Where we are going basically as a leather community, and my first question is it possible to make Tom's very masculine imagery peaceful coexist with a gender inclusive state of mind that tends to the question of gender and sex in general? So basically, nowadays we tend to accept, to acknowledge more transgenders and non-binary, and on what is Tom's impression of that he gave of hyper-masculinity? Is it? Yes. How? So my response is actually my experience in that we have a lot of young people that come around and associate with the foundation, and we have young people who are coming as artists in residence here, and what they are doing is that they celebrate him just as he is. Imagery and everything is presented, that they take from that what nurtures them, and that's really the simplicity of it, because Tom's imagery can be very super masculine, hyper masculine even, but his message is not. His message is universal, and that is that be proud and be happy and enjoy your sexuality and indulge. And so, no matter whether you're non-binary or relate as a trans person, that you just enjoy and be proud. And so they're all coming and taking that, and you can see it in their work, if they're artists, how they take the celebration and they reinterpret it and express it through their own work. And so he doesn't go out of popularity. His people are perceiving what his message is. Yeah. Donc, alors la question c'était dans l'univers que nous vivons, enfin dans
comment dire, dans le monde que nous vivons. Comment est-ce que le monde hyper masculin de Tom of Finland, est-ce qu'il y a en gros de la place? Comment est-ce que le monde hyper masculin de Tom of Finland peut se combiner avec les images que nous envoient les transgenres, les non-binaires, etc. Et est-ce que cela va ensemble? Alors, il nous dit qu'il y a énormément de... Est-ce qu'il y a... Sorry. I just wanted to add that the complexity of our audiences here locally and when we're abroad, attendance-wise, is that they are all from all ethnicities, and their identification sexually is across the board, and there doesn't seem to be any dividing line in that. So he isn't exclusive to the gay male Leatherman, in that people reinterpret. We just had an artist leave here from Bangkok, and they were absolutely taking from Tom and reinterpreting for them and identifying as them with him and his work, and it was all very beautiful. Voilà, donc la charge en fait de la fondation en ce moment accueille des artistes de tous horizons, et notamment les artistes qui viennent. Il y a des artistes transgenres, il y a des artistes non binaires, il y a des artistes de jeunes artistes queer, il y a des artistes de la vieille garde, comme j'aime à m'appeler, qui se rassemblent autour de l'image de Tom et la célèbrent et l'interprètent à leur façon. C'est ça? Voilà. So thank you for that. It's fully agree with that. So what advice would you give to an erotic artist starting their career? What I would say, and what I do say, is that it's very discriminating experience right now because of what the social platforms are doing to artists. They're restricting their ability to be free to express themselves. And so what we have to do, not as just artists, but as a tribe, as a community, we need to actually manipulate and to be subversive and to see how we can get away with as much as possible. And ideally, I think that really what we have to do is to set up our own platforms and really so that we're not restricted, and really allow our creative nature to come forward. And so that's going to take some coming together, and it's going to take money, and otherwise what is going to happen is that what we know as freedom and beauty is going to be suppressed, and a very meltdown, watered down expression of that will only be presented in social platforms, and the younger generations won't even really know what it is to be free. True. So we have to be, as a tribe, across all lines, we need to actually come together and do this, because society is not our friend in that department, in that they are following the church and following all of their upbringing, and we as queer people, we know what it is to integrate and to express sexuality, because it's one of the determining factors that is who we are. So it's not a rosy and not a good, clean picture. It means that we're going to have to be smart.
Voilà, donc je posais la question, quel conseil pourriez-vous donner à un nouvel artiste, un artiste qui émergent? Il nous dit avec toute raison que pour tout nouvel artiste, ça devient de plus en plus difficile. Et c'est à nous d'être un petit peu malins, de contourner un petit peu les barrières que l'on peut nous faire, que l'on peut nous mettre et surtout se supporter les uns les autres et faire avancer la communauté tous ensemble. Was Tuco or Tom, was it into politics? He would say repeatedly that he was not a member of any political party, that he abhorred actually politics, and he was a social activist, and that what his work was expressing a social point of view for his own people, for his tribe, to help build their self-esteem and to raise up them to be proud and be happy and to be well-adjusted. And he knew that if he could do that, that they would then do the activism out in the world. Donc je lui ai demandé est-ce que Tom était branché politique. Alors il me répond, Dirk me répond que Tom n'était membre d'aucun parti politique et qu'il était avant tout un activiste afin de faire avancer la cause homosexuelle. And he even was more subversive in that he covered up his activism through his art by making them just dirty little drawings, and by making them look like they were just for these perverts. He was able to wake up the younger ones, so that they, by the time that they became of age, they were already developed and they knew what they would need to do. Yeah. Voilà, donc au fur et à mesure de son histoire, Tom était tout à fait conscient que ses dessins pouvaient être perçus par la majorité bien pensante, telle qu'elle aime se décrire, comme des dessins pornographiques. Hein. Mais pendant qu'il se prenait tous les coups, en fait, par derrière, les gens, Tom savait que les gens de mon âge achetaient les bouquins et se formaient de manière, on va dire, instinctive. Hein, et c'est en cela qu'il poussait de manière quasi instinctive, hein, le gay à être fier de ce qu'il était et à embrasser sa particularité. C'est ça. Yeah. Next question. Next question, absolutely. How to fight against the double standards in policy that spoils the LGBTAQ+ artists on the social media, especially on Instagram and Facebook, as you know, as soon as you see a tit, a dick pic, it's instantly blocked if you... Yes, and so they're using community social standards as their backup. Absolutely. And so, like I said, we need our own platforms, social operating platforms, so that we can do the policing on ourselves
and that requires money and banks that will work with us, and banks will work with anyone who has money, and so it's really about getting our own community to build these platforms so that we can then operate. Up to that time, we have to play the card that is the minority. We're a minority people, and this is our social fabric of who we are as a minority sexual community, and that they are interfering with the expression of who we are. And so that is what I would be using when you're dealing with them directly, and we need to profess this and be activists in regards to that, but at the same time, we need to find our independence. Voilà, donc la question c'était quel avenir avec la censure de Facebook et d'Instagram, hein, dès qu'on montre un sein ou une queue ou peu importe, hein, eh ben vous êtes tout de suite bloqué, on vous met en Facebook, en prison Facebook, et voilà. Donc Dirk nous répond que c'est à nous d'essayer de trouver de l'argent, de nous fabriquer notre propre réseau social, hein, et d'arriver à faire cela, mais hélas sans argent, sans volonté, on va dire. So we have to be cougars or lions, or are we going to be lambs? Voilà. Sommes-nous des lions, des tigres ou des panthères, ou sommes-nous des moutons, des agneaux? Voilà. And last but not least question, which are the most important bits of Tom of Finland's heritage to maintain and to transmit to other generations? What are the most important parts of Tom's legacy to transmit or to safeguard? The number one thing that we communicate is his message. And so his message was to be happy and proud and to love freely whoever you want to love and be. For you to be able to be whoever you are. And so that is his message, and that is the thing that we communicate and that people receive when they go and they see his art. I'm very proud to say that in Finland, at this last exhibition at Vihisma, 179,000 people went to see it. And so it was very well attended. Voilà, à la dernière exposition, donc il nous dit encore une fois que le message de Tom à transmettre, c'est le message d'amour, hein, d'amour et d'acceptance de soi. Et notamment, il nous parle que lorsque l'on ose, notamment l'exposition qui a eu lieu à Helsinki, l'exposition Tom of Finland, il y a eu 175 000 visites lors de l'exposition. Donc il y a un appétit, hein, il y a un appétit there's an appetite of freedom, because otherwise nobody would go over there to see Tom's artwork. Yes, I mean wherever you find it, celebrate it, and to we do not have very many heroes within our tribe, and he's one of them. He went on his own and risked his own well-being in order to proliferate and get his artwork out into the world, and so he took a lot of danger, but he did that because he felt the passion that he wanted to share that message. Absolutely. Tu crois qu'on peut prendre une question à Hassan ou deux?
We are going to take one or two questions from, if you don't mind. Y a-t-il une question ou deux dans la salle? Non? Don't be shy. Ne soyez pas timide. Est-ce que tu peux tourner la Oui. Est-ce qu'on peut montrer la salle? Oui. Oui. Oh. À la fin, Je te laisse faire. Here we go. Either. So what's the question? Quelle est la question? No, don't be shy. Don't. Oh. Oh. Bugger. Je savais que c'était hasardeux de. Ouf. C'était hasardeux de toucher au. Déjà tout à l'heure, quand on Oui. a mis la sur les chaises, comme ça, Non, c'est connecté. non, il faut faire plus de re-rendre. Ah. Ah. Hop. Hop. Okay. I knew we shouldn't have touched the computer. Okay, so we're back on the both ways, visually and audibly. I see you, sir. Yeah. I see. So, is there any questions from the audience? Okay, Yes. come this way. Yeah, we come this way to see duck. Yes. Dirk. Like the knife. Yes. Dirk. Yeah. Hello, Dirk. I'm Gilles from Hi. Strasbourg. So just one question. There was a movie 6-7 years ago on Tom of Finland Life. Do you think it was a success, and do you intend to make a second one, or to make a second part of a movie, or to make something else as a global movie for all countries? We were happy with the results of that film. We thought the acting and the cinematography was really good. There were heterosexuals that were in charge of decision making on that film, and not that I am anti-heterosexual, but if you're going to talk and do a film about gay people, you need to have gay people right at the helm, right at the source, so that they can make sure that freedom is expressed, and not for it to be watered down because of fear that the society might not approve of it. So it could have been more, it was beautifully, many tender moments and things like that, but it could have been freer than it was. Donc la question était sur le dernier film de la vie de Tom of Finland. Notre ami a demandé est-ce que c'était bien, est-ce que ça a été bien, est-ce que la vie de Tom a été bien retranscrite, bien racontée, et est-ce qu'il y aura un autre film? Donc Dirk lui a répondu que c'était bien fait, mais c'était des hétéros qui étaient au niveau de la décision, du script et de ce qu'il y avait à raconter. Or, il n'a rien contre les hétéros, mais simplement, ils étaient un petit peu trop cuculapraline, hein, c'est-à-dire très, très timides. Ils avaient le souci de plaire au plus grand nombre. Or la vie de Tom, la vie d'activiste de Tom n'était pas
n'était pas raconté, aussi bien que l'aurait fait un gay, qui lui connaît. Could I say something before we close? Yes. Because just some words from the foundation and from me personally. And what those words are is to all of you that are there and that are viewing this, is that we have a tribal culture, and it is and includes erotic art, homoerotic art, and it celebrates who we are as a people. And we grew up having sexuality as part of our own makeup, our own genetics. And so we see it very integrated. And so what we have to do is take care of that culture so that next generations can appreciate it. And so the only way to do that is to nurture organizations such as ours, Tom of Finland Foundation, and we're global. We really try to reach out into all different parts of the world with exhibitions and programming and nurturing with emerging artist competitions and our artist in residency program. And that ensures that the next young generation has access to the past and they can read from the past. And we're like an ethnic tribe that really communicates their culture through symbolism. And the symbolism is the visual arts. And they interpret and express what's going on with us, and the beauty, the amazing beauty that is expressed through the visual arts. And so we need your membership, and we need your donations, and we want to have you be part of our family, our tribal family in this department. And so I invite all of you, being in France, it's about supporting something so that we can get bigger and we can do more art fairs in not just London and Berlin, but to bring it to Strasbourg and to different cities and really start blossoming everywhere. So that's my message: is join the foundation. And thank you again, sir, for your tremendous work. And we are starstruck really by all everything that you do and all the successes you have had in London, in Berlin, and in Finland, and those movements, that movement that agglomerate that you create with the artists and the freedom you give us. It's really, really appreciated. And so Tom of Finland, the artist, was one man, and he was able, through his power of his decision and passion, to get his message out into the world. He did it. And it was one individual who had the tenacity and the persistence that made that happen. And he never gave up. And so we can't give up. And we have to make sure that our next generations of young people have the richest garden of culture that they can have. So we have to make sure that we don't let anything die. Let's create the hashtag I am Tom of Finland. Yes. His birthday is May 8th. So on May 8th, make sure you have a drink, a toast, a piece of cake. Absolutely. Well, thank you again for your friendship and your mentorship. And I see you're wearing the flying cock. Indeed. Yes. And I have the one All right. jacket. Well, you guys have a wonderful weekend and have camaraderie and brotherhood and get some sex in there too.
We count. You can count on it. Fair enough. All right. Thank you.